tous et bienvenue à vous sur Média TV. Dans On se dit tout, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode et 3 thématiques. D'abord, penser à soi, est-ce que c'est égoïste? Eh bien, on posera la question à une professionnelle dans un petit moment. Ensuite, on abordera un autre sujet. Cette fois-ci, on va s'intéresser à votre santé. En cas de cancer, peut-on préserver la fertilité? Un spécialiste est avec nous. Et puis, un autre sujet, un sujet malheureusement intemporel, c'est la violence conjugale. Comment rompre le silence face à la violence conjugale? On en parle avec un professionnel de la question. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. On est ensemble sur Média TV dans On se dit tout. À tout de suite. Allez, on va bien le faire maintenant. Merci à vous pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV pour On se dit tout. Et donc, on y va pour nos sujets. Mais avant tout, un grand merci à tous les invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui. Hanan Obeidar, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir. Et avec vous, cette histoire de, justement, est-ce que c'est égoïste de vouloir prendre soin de soi? Est-ce que notre société nous le permet? En tout cas, vous allez nous dire ce que vous en pensez et surtout vos petits conseils pour qu'on puisse être épanoui à tout moment. On y va? Dans un petit moment? Parfait. Parfait. À côté de vous, docteur Atmal Lorabi, avec vous, c'est beaucoup moins joyeux, mais malheureusement, c'est une question, on va dire, d'actualité également, c'est la violence conjugale. Et les chiffres sont là pour le démontrer, c'est justement malheureusement quelque chose qui reste constant. Et donc avec vous, comment rompre le silence? Absolument. C'est ça qui est le plus compliqué dans cette situation, on va en parler tout à l'heure, en fin d'émission. Et puis, entre les deux sujets, c'est vous, docteur Amine Bititi, merci beaucoup d'être là. Vous êtes médecin gynécologue. Et avec vous, cancer et fertilité, est-ce que c'est possible, face au cancer, au pluriel, de préserver sa fertilité, que l'on soit un homme ou une femme? Vous allez nous dire si vos patients, justement, vous posent cette question et si les gens sont conscients aussi de cette problématique face à cette maladie terrible. Voilà. Merci en tout cas à tous d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, on y va tout de suite. Hanan Obeidar, pensez à soi. Ce n'est pas égoïste. Je l'annonce d'emblée. Comment et pourquoi? C'est tout de suite. Et donc, on y va avec vous, Hanan Obeidar. Vous êtes coach personnel et professionnel, les deux casquettes, justement. Je l'ai annoncé d'emblée, ce n'est pas du tout égoïste de penser à soi, mais bien sûr, il y a, on va dire, il ne faut pas que ça envahisse non plus l'environnement et le territoire de nos proches. Maintenant, c'est un petit peu mal perçu. On dit souvent, oui, il pense trop à lui, elle est égoïste, elle pense à elle. C'est assez culturel ? C'est assez culturel et puis souvent, en fait, on fait l'amalgame entre le fait de penser à soi et l'égoïsme, comme ça peut l'être en termes de pathologie. On n'est pas du tout dans la caricature de la personne narcissique qui pense à elle, qui s'aime, qui va prendre toutes les décisions en se prenant elle-même en considération et en faisant abstraction de tout ce qui l'entoure. On ne va pas aller sur les extrêmes. Malheureusement, dans notre culture, on nous apprend dès notre plus jeune âge de dire « c'est pas grave parce qu'il y a les autres. Ton biscuit, tu dois le partager parce que ça doit se faire, ou même le donner. » Et du coup, en fait, ça grandit avec nous. Et quand on arrive à l'âge adulte, même pour certaines décisions qui peuvent être vraiment importantes pour nous, on pense d'abord à ce que va en penser notre entourage, ce que va dire notre entourage avant de penser à nous-mêmes. Et c'est là où le problème se pose. Tout à l'heure, dans le sujet, on aura toute la partie violence conjugale. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui, il y a beaucoup de silence. Les gens, en fait, ils se disent non, il y a ma famille, il y a l'entourage, il y a la belle famille, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Donc après, au fait, voilà, il y a cet aspect-là. Quand on dit penser à soi, c'est juste se dire, OK, c'est qui la personne la plus importante dans ma vie? C'est qui la personne qui prend les décisions pour moi? Mais est-ce qu'on a culturellement le recul nécessaire, l'éducation qui nous permet ce recul, ou bien finalement, peut-être que je donne une réponse dans ma question, oui. C'est surtout la famille qui a une grande place, les parents, il faut pas les contrarier, il ne faut pas... Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on pose cette question, qui est la personne la plus importante dans votre vie, pratiquement jamais, ici au Maroc, on va vous répondre moi. Ben oui, parce que sinon, ça fait égoïste. Souvent, c'est
ma mère, mon père, mes parents, mes enfants. Et pourtant, en fait, normalement, ça devrait être nous. Je leur dis, regardez, même sur le côté religieux, quand on fait une prière, on commence par qui? Allahumma arhamni. Et après, on fait la prière pour les autres. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme dans le sens péjoratif du terme. Quand on pense à soi, ça veut dire que je prends le temps de m'occuper de moi, de faire en sorte que je sois moi-même bien équilibrée, parce que si je n'ai pas, si je ne suis pas serein dans ma vie, je ne suis pas dans le bonheur, pas le bonheur absolu, mais au moins ce que je vis, je l'accepte, ce que je vis, je l'apprécie à sa juste valeur. Donc je peux en faire profiter les gens qui m'entourent. Par contre, si déjà moi-même, ce que je fais, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas bien parce que je fais toujours passer les autres avant moi, comment je veux donner aux autres ce dont ils ont besoin? Donc, commençons par soi-même. Par soi-même, ça ne veut pas dire que je vais prendre toutes les décisions en ne pensant qu'à moi-même et en étant pire que égoïste, vraiment nombriliste. Ce n'est pas cet extrême, mais juste trouver le juste milieu entre les deux. Quand je vais prendre une décision par rapport à mes études, ce n'est pas pour faire plaisir à mes parents, c'est moi qui vais faire ce travail toute ma vie. Si je choisis un métier parce que c'est mes parents qui le veulent pour moi, alors que moi, je ne me sens pas bien du tout dans ce métier. Alors ça, c'est la période justement de l'orientation, exactement, etc. Ben, ça commence par là déjà. Il y a beaucoup de discussions dans les foyers autour de ça. Par exemple, le choix de carrière, le choix d'études. Et malheureusement, on ne laisse pas d'espace à nos jeunes parce que sous prétexte que nous, parents, nous avons plus d'expérience, voilà. Nous avons plus... on a plus de recul par rapport au métier. Mais malheureusement, l'enfant, il va choisir un métier, il va faire des études pour faire plaisir à ses parents. Après, il va se retrouver dans un poste, dans un emploi, dans un environnement professionnel où il va évoluer, où il ne va pas être heureux. Donc du coup, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va jamais être... on ne va pas évoluer, on ne va pas grandir dans ce qu'on fait. Et malheureusement, ça se solde toujours par un échec. Alors, Hanan disait il y a quelques instants, docteur, qu'on ne va pas parler de l'extrême, mais est-ce que ce mode de fonctionnement peut être une porte d'entrée vers quelque chose d'un peu plus problématique, notamment une dépression nerveuse ou De beaucoup plus problématique, parce que quand on parle de ces modalités, donc quand on parle d'exercer son pouvoir décisionnel, etc., c'est le domaine de l'affirmation de soi. Et en fait, si vous voulez, ce qui fait que c'est toujours un petit peu compliqué, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle une crainte sociale. Une crainte sociale, c'est-à-dire l'image qu'on peut renvoyer de nous si jamais on est en désaccord avec nos parents ou pire encore, enfin c'est ce que les gens pensent, si jamais on essaie quelque chose et qu'on ne réussisse pas. Et qu'à ce moment-là, il faudra assumer. Mais le problème, c'est que justement, on assume que ce qu'on choisit. Et on apprend qu'à travers les choses qu'on a choisies avec notre machine à réfléchir, qui est notre tête. Et pour revenir à votre question, tout ça, ça fait le lit d'une grande maladie qui s'appelait avant la phobie sociale, le trouble anxiété sociale, qui est défini par un ensemble de manifestations anxieuses, etc., mais qui font écho à une crainte excessive du jugement d'autrui, du jugement péjoratif, bien entendu. Et ça, comme n'importe quel trouble anxieux, pour faire très schématiquement, ça occasionne un stress dans le sens où notre tête fonctionne trop par rapport à ce qu'elle devrait. Et ça peut donner absolument tout. Ça peut donner une dépression, ça peut donner des épisodes de maladies sévères, des épisodes psychotiques chez les personnes qui sont prédisposées, etc. etc. Donc, ce n'est pas juste une question, je pense, de quelle est la place qu'on laisse à nos enfants, etc. Parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Quelle est la place de l'individu dans la société? Qu'est-ce qu'on peut tolérer comme individualité? Bon, donc la question est beaucoup plus vaste, mais effectivement, il y a le côté pathologique qui nécessite à ce moment-là de reprendre les choses en main, de s'affirmer. Et s'affirmer, ça ne veut absolument pas dire dominer, taper du poing sur la table et crier. S'affirmer, c'est... En pensant à soi, c'est d'abord et avant tout assumer ses états d'âme et les exprimer. D'abord et avant tout, avant de parler de décision, d'avoir le droit d'avoir des états d'âme, déjà. C'est se donner... Mais souvent, on a le droit de les avoir, mais c'est juste qu'on a tellement été conditionné à il ne faut pas le montrer, et sinon... On pense ne pas avoir le droit. C'est ça, on se dit on n'a pas... Voilà. Alors, s'il y a justement une situation dans laquelle beaucoup de jeunes mamans galèrent, c'est aussi l'arrivée de bébés, et notre culture et notre société ne laissent pas trop d'espace
à la jeune maman ou jeunes parents. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement envahis, que ce soit à l'hôpital, à la clinique, à la maison, etc. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce genre de conversation avec vos patients, docteur Bititi, de leur dire « Écoutez, pensez à vous, ce n'est pas égoïste ». Ça m'arrive, au fait, je les vois souvent, enfin je les vois 1 semaine, je les vois 6 semaines, je les vois 3 mois. Et c'est l'occasion de voir un peu comment elles ont vécu cette période du postpartum qui est susceptible de causer pas mal de petits dégâts psychologiques, notamment le baby blues, la dépression du postpartum, le fait d'être maman et comment gérer tout ça. Donc oui, je leur en parle. Pensez à soi, moi je leur prescris des séances de rééducation, voir un psychologue s'il le faut. Oui, j'essaye de faire un peu du dépistage, de la prévention. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que le poids de la famille et le poids de tout le monde est passé par là, donc tout le monde donne son avis, donc la personne elle suffoque, donc il faut les envoyer faire autre chose. Bon, les gens ils sont un peu trop entourés, je trouve, c'est vrai. On les laisse pas se débrouiller un peu tout seuls. Bon, c'est un peu le problème de notre société. C'est ça. Alors, Hanan Bidar, on a des questions pour vous. On a la question de Hafeda qui vous dit « Si je prends du temps pour moi, ça se retourne contre moi car les tâches ménagères s'accumulent et attendent mon retour. » C'est un grand classique. C'est un grand classique et c'est aussi de se dire à un moment donné, ok, elles attendent votre retour. Au moins, vous aurez pris plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Et puis quand vous reviendrez, vous aurez cette impression que ça vous prendra moins de temps. C'est souvent, ou même des fois, c'est ce côté un peu trop perfectionniste. Il faut que tout soit parfait, il faut que même le petit coussin, il ne faut pas qu'il soit à l'envers à la maison. C'est pas grave. Pourquoi vous faites ça? Et souvent, quand vous posez la question, ils vous disent si jamais il y a quelqu'un qui débarque. Waouh! Toute votre vie tourne autour de si quelqu'un vient. Et votre vie à vous, vous y avez pensé? Votre bien-être personnel, individuel, quoi. Mais quand vous avez ce genre de conversation avec vos clients, justement, vos coachés, c'est comme ça qu'on les appelle. Exact. C'est ça. Quand vous avez ce genre de conversation, il faut combien de temps pour qu'il y ait une prise de conscience? Souvent, ils ont besoin d'un déclic. Ça va être souvent, quand on pose des questions, on se rend compte, par exemple, qu'ils ont vraiment cette sensation que même prendre 1 heure pour aller faire du sport, c'est de la culpabilité qui va venir derrière parce qu'elle a laissé son enfant et qu'elle ne s'en est pas occupée. C'est un cas. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à même le fait de prendre un peu peut-être du budget familial pour poursuivre une formation. En fait, derrière, il y a toujours cette sensation que si je fais ça, c'est que je suis très égoïste et je prends une part de ce qui ne m'appartient pas. Okay. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Toute chose, bien sûr, on oublie les extrêmes, mais chaque chose que vous allez faire pour vous-même aura un bénéfice qui va être positif pour vous et pour ceux qui vous entourent. Pensez-y avant. Et du coup, peut-être une des premières choses, c'est de lister déjà toutes les choses qu'on aimerait faire et qu'on ne fait pas aujourd'hui. Commencez par celles où on ne va pas ressentir beaucoup de culpabilité. C'est avec celle-là qu'il faut commencer. Ne pas aller tout de suite à faire toute la liste ou prendre la chose la plus... C'est comme l'histoire je perds le mot. Des résolutions. Exactement, pareil. C'est ça. C'est comme pour les résolutions de fin d'année. Souvent, les gens ils vont prendre beaucoup de décisions, ils vont écrire ça noir sur blanc, mais après, quand il y a en fait, l'année qui passe ou même 6 mois, ils regardent, ils trouvent qu'ils n'ont rien fait. Donc, commençons par les petites choses. Des petites choses qui me font vraiment plaisir. J'ai envie, je ne sais pas moi, d'aller faire peut-être juste un quart d'heure de marche, d'aller faire des courses, d'aller prendre un café avec des copines, de faire des petites choses qui vont m'apprendre tout doucement à me recentrer sur moi-même et réapprendre à faire des choses que j'apprécie moi personnellement. Ok. Je me permets de vous poser aussi la question, Dr Lorabi, est-ce que c'est vraiment compliqué pour certaines personnes? Oui, c'est au point où ça en est pathologique, c'est-à-dire que la personne va éprouver de la culpabilité et ne pourra même pas faire ce qu'elle a à faire. Et par exemple, l'image de l'oreiller, et parce que les gens vont arriver et que l'oreiller ne sera pas tiré aux 4 coins, là, c'est la crainte du jugement des autres. C'est-à-dire qu'on va rentrer et qu'on va penser d'elle, qu'elle ne sait pas tenir son domicile, etc., etc. Donc là, déjà, on commence à tomber un petit peu du côté de la pathologie, qui peut, encore une fois, je tiens à le souligner, donner lieu à au moins des comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui vont arriver en même temps que ce trouble d'anxiété sociale, qui peuvent être, mais absolument n'importe lesquelles, dans le spectre des maladies psychiatriques. Nos téléspectateurs peuvent être un petit peu perturbés par ce que vous dites, parce que notre culture et notre société, justement, encouragent
cet aspect du foyer très bien tenu, de la parfaite maîtresse de maison. Oui. Et docteur Lerabi, justement, ce que vous dites, c'est qu'attention, ça peut être pathologique. Moi, j'ai une question. Est-ce que le fait de ne pas avoir un oreiller tiré aux quatre coins de temps en temps, est-ce que ça impacte ma valeur? Est-ce que ça veut dire que je suis une personne moins bonne et moins capable? Ouais. Je ne pense pas. Donc c'est absolument, pour moi, non pertinent. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a dans notre société où, pardonnez-moi, je le dis, où la culture du paraître commence à être un peu trop en avant et où, justement, il faut s'accorder le droit d'exister comme on est, comme on semble être, avec nos qualités et nos défauts. Bien sûr, dans le bon vivre ensemble, mais c'est absolument possible, quoi. C'est ça. Alors, on a une autre question pour vous, Hanan. C'est Samy qui nous dit « Ma femme refuse que nous prenions quelques jours sans les enfants, comment la convaincre ?» Là, on va passer à la thérapie de couple. C'est vrai? Non, pas à ce point, mais en général, souvent, les couples les ressentent. En fait, on va revenir toujours à cette notion de culpabilité. Si je laisse mon enfant et que je passe du temps en couple sans mon enfant, c'est que je suis un mauvais parent. Donc voilà, et ces équivalences complexes qui vont commencer, on va se dire toujours, au fait, qu'est-ce que vont penser les autres, la belle famille, l'entourage, alors qu'au contraire, un couple a besoin de vivre son histoire. Même, en fait, on en avait déjà parlé, c'est qu'il faut garder quand même les personnalités qui sont distinctes. Chacun a sa personnalité individuelle, la personnalité du couple et la personnalité ou la vie de parents. C'est ça. Et si on ne fait pas attention à garder ces trois espaces qui soient bien séparés et à les préserver et les garder en bonne santé, c'est là où les problèmes peuvent apparaître, et notamment les problèmes de couple, et malheureusement qui peuvent se solder par carrément un besoin de thérapie ou des échecs dans le couple qui peuvent amener au divorce. Au contraire, ça ne veut pas dire prendre 2 semaines, 3 semaines, surtout si les enfants sont vraiment au bas âge. Ça ne veut pas dire prendre une année sabbatique. Mais ça, c'est pour autre chose. Ça peut être pour autre chose en général, l'année sabbatique. Mais en général, prendre un week-end. Pourquoi culpabiliser pour un week-end? Un week-end où on va passer du temps, on va discuter, on va parler, on va se remémorer peut-être nos premiers moments, les premiers instants au début de mariage. Et refaire renaître, faire un petit peu allumer encore l'étincelle. Et pourquoi pas? Et normalement, en fait, moi je lui dis, souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est les hommes qui refusent de partir. Donc, ah oui, là, en général, voilà, c'est plus les cas que je rencontre. C'est plus la femme qui dit « Moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de sortir, j'ai envie qu'on se retrouve comme avant. » Et lui, il ne veut pas. Il me dit « Ça y est, on est parents maintenant, c'est fini. Ouais. » Ah, ça, c'est un bon sujet. On est parents maintenant, non? Ça veut dire quoi, on est parents maintenant? Merci beaucoup, Hanan Obidaz, d'avoir été là. On continue l'émission ensemble. Justement, on a d'autres sujets. Alors, on parle de quoi à présent? Cancer et fertilité, Dr Amin Bititi. On y va tout de suite avec vous. C'est un plaisir de vous avoir, docteur. Alors, vous étiez assez silencieux pendant cette première partie. Oui. Alors, docteur Amin Bititi, vous êtes gynécologue et justement, cancer et fertilité, c'est aussi une problématique que vous prenez en charge? Ça fait partie de pas beaucoup de notre consultation, c'est essentiellement les médecins qui devraient référer, oncologue en première intention, gynécologue, parce qu'il y a quand même 6 à 10% des cancers du sein qui se produisent avant la quarantaine. Donc ces patientes-là, leur parler de fertilité, c'est leur parler de vie, et il y a une vie après le cancer. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident à chaque fois de parler de fertilité après, mais il faut qu'on ait, nous, la notion, il faut les sensibiliser, les patientes, avec ça. Oui. D'accord. On ne les sensibilise pas assez. Vous parlez de patientes et pas de patients? Les deux. Les deux. On peut, les oui, deux exactement. Il y a essentiellement les maladies hématologiques, les leucémies, les maladies d'Hodgkin, et concernant les enfants aussi, les neuroblastomes, certaines maladies un peu de l'enfant, et le cancer du sein essentiellement. Voilà. Il y a différentes techniques de préservation de la fertilité, et si on n'en parle pas, les gens ils ne demandent pas. Donc c'est vraiment aux professionnels de la santé de mettre ça en avant, et puis je pense que la patiente en face ou le patient en face ne peut être que d'accord avec ça. Mais si on n'en parle pas, c'est parce qu'à ce moment-là, ce qui compte, c'est sauver le patient ou la patiente. Aussi, c'est la méconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Moi, je travaille avec des gens qui me disent « mais je ne savais pas que vous faisiez ça, je ne savais pas que c'est disponible chez nous, je ne sais pas qu'on peut préserver les gamètes,
que ce soit masculine ou féminine dans ces cas-là, parce qu'il y a des hommes avec des cancers de testicules, avant d'avoir une chirurgie ou une chimiothérapie, ils peuvent préserver leurs gamètes. Et c'est une méconnaissance du sujet. C'est parce que c'est le traitement qui attaque la fertilité? Ouais. C'est le traitement en général de la chimiothérapie qui est très gonadotoxique. Et il y a différents stades, il y a différents médicaments, il y a différentes drogues, mais il y en a qui sont vraiment, la dame elle est soit ménopausée et l'homme vraiment azosperme, sans gamètes. Donc du coup le fait de préserver peut faire imaginer à cette dame devenir maman après sa maladie. D'accord. Quand elle sera en rémission. Ok, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a, on va dire, des cancers particuliers qui s'attaquent à la fertilité ou dont le traitement s'attaque à la fertilité? C'est essentiellement dont le traitement s'attaque à la fertilité. Le cancer du sein, les cancers hématopoïétiques et les pathologies bénignes telles que l'endométriose qui, à force de chirurgie, altèrent la réserve ovarienne. Donc tous ces traitements-là, que ce soit la chimio, que ce soit la chirurgie, altèrent la réserve ovarienne. Chez les hommes, c'est essentiellement la chimiothérapie ou la chirurgie au niveau des gamètes, au niveau de l'appareil génital reproducteur. Et il y a aussi, en dernier lieu, la conservation sociétale qui est interdite chez nous, interdite en France aussi, mais autorisée dans certains pays, parce que la dame, elle prend de l'âge, on se marie de plus en plus tard, et puis elle se dit, écoute, moi, j'ai pas trouvé encore de personnes, de bons partenaires pour... Donc du coup, qu'est-ce que je fais? on n'est pas, on va dire on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il y a une loi qui est sortie cette année pour préserver toute fertilité des patientes qui est atteinte d'une maladie qui va altérer sa fertilité. Donc on peut préserver dans le cadre d'une loi. Et malheureusement, ce n'est pas prise en charge. C'est des médicaments qui sont coûteux. C'est une prise en charge qui est assez coûteuse chez une personne qui va entamer une chirurgie ou de la chimiothérapie. Mais il faut en parler parce qu'après... si on n'en parle pas, les gens ne savent pas, si je savais, s'il est en rémission et si ça arrive à 30 ans, cette personne-là, elle n'a pas encore fait d'enfant et après elle se retrouve ménopausée avec des gamètes qui valent pas grand-chose, après une chimiothérapie très lourde. Donc du coup, je pense qu'il faut en parler. D'accord. C'est pour ça qu'on est là. Justement, on va marquer une courte pause et on revient pour plus de détails avec vous, Dr Bititi. À tout de suite. Merci à vous pour votre confiance à Médien TV et à On se dit tout et on continue nos thématiques. Alors, on a parlé il y a un petit moment avec vous, Hanan Oubedad, de l'importance de prendre soin de soi. Ce n'est pas du tout égoïste et qu'aujourd'hui, dans On se dit tout, on encourage cela. Dans un petit moment avec vous, justement, Dr Lorabi, on parlera de la violence conjugale et surtout comment rompre le silence. Mais pour l'heure, cancer et fertilité, c'est avec vous, Dr Amine Bititi. Merci infiniment d'être là. Vous dites les gens ne le savent pas, ne sont pas au courant. D'ailleurs, même le corps médical, visiblement, qu'on peut préserver la fertilité chez certains patients, chez certains malades de cancer, parce que les chimiothérapies, les traitements peuvent être très lourds et peuvent endommager la fertilité des patients. De façon générale, avant de parler de préservation de la fertilité, je me permets de vous poser cette question. Il faut attendre en moyenne combien de temps après la fin d'un traitement pour penser à concevoir un bébé? Cela dépend de quelle pathologie. En général, on a très peu de temps pour agir. Donc ça, il faut le rappeler. On fait de la préservation de la fertilité. Il y a des médecins qui sont sensibilisés à ça. Beaucoup de gynécologues, beaucoup d'oncologues. Mais je dirais pas assez. Après, le temps qu'il nous faut, c'est il faut agir vite. Une fois qu'on traite, il faut préserver. Une fois qu'on préserve, en général, ça dépend de la rémission de la maladie. Quand il s'agit d'un cancer du sein, c'est plus de l'hormonothérapie pendant 5 ans. Quand on a 30 ans, arriver à 35 ans, c'est pas facile. Donc des fois, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire où on peut ramener ce délai-là à 3 ans. Donc là, on peut, après 3 ans, voire 5 ans, et cela dépend de chaque maladie qu'on va préserver. Mais en général, on a très peu de temps entre la maladie quand elle se déclare et le fait d'agir et de préserver. Donc il y a différentes techniques. Il y a une stimulation qui dure 12 jours en général, quand il s'agit de vitrification de l'ovocyte ou de congélation de l'ovocyte. Pardon, pourquoi vous dites on a très peu de temps? Parce qu'il faut commencer avant le début des traitements? Oui, parce que si on fait de la chimiothérapie, des fois, par exemple, il y a des cancers du sein qui sont très agressifs et on ne peut pas faire de la préservation chez quelqu'un qui a un cancer du sein en place parce que ces hormones-là vont faire flamber la maladie, donc on ne peut pas. Donc il faut respecter les indications, informer les gens que ça existe, parler de leur qualité de vie après cancer et parler de leur possibilité de concevoir après le cancer aussi. C'est important de devenir maman après, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le devenir après ce traitement-là. Donc tout ça, il faut le faire en consultation. Et le temps, il faut en discuter dans des réunions de concertation pluridisciplinaire où il y a des oncologues, radiothérapeutes, gynécologues, psychologues.
et anatomopathologistes, voir est-ce que le fait de, parce que comme je vous ai dit, je parlais de techniques de conservation, il y a des fois on prend les ovaires et on les congèle et puis après on les replace. Alors qu'en est-il de les ovaires? Oui, on coupe les ovaires, on les congèle et on fait ce qu'on appelle de la cryoconservation de l'ovaire. Okay. Donc après on le coupe, on congèle et on le remet dans le ventre. Alors des fois quand il s'agit de leucémie ou de lymphome, il se peut qu'on remette la maladie dans le corps aussi. Donc, mais quand il s'agit de ces maladies-là, on peut faire une séance de chimiothérapie, puis après faire la conservation, la cryoconservation ovocytaire. Après, il y a autre chose, c'est la stimulation qui va durer 12 jours, puis après la maturation in vitro. Il y a des femmes, on n'a pas le temps, comme quand il s'agit d'un cancer du sein de stade avancé, on n'a pas le temps de stimuler. On n'a pas le temps d'opérer, il faut commencer par la chimiothérapie. Donc là, on peut faire de la maturation in vitro. Il y a 5000 naissances avec ça depuis une trentaine d'années. Concernant la vitrification ovocytaire, 3000 bébés qui sont nés. Et puis la cryoconservation de l'ovaire, quand on garde l'ovaire puis après on le remet, on peut le mettre dans le ventre, comme des fois il y a eu des cas publiés des bouts d'ovaire dans le bras. Des femmes qui tombent enceintes par la suite, juste avec ça, des grossesses spontanées. Donc il y a des grossesses, il faut en parler, il faut sensibiliser, que ce soit le personnel soignant, les professionnels de la santé, encore plus que ce que l'est maintenant, et les patients aussi. Alors justement, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on ne peut pas faire de préservation? Ce n'est pas possible. Oui, bien sûr, les stades avancés de cancer de l'ovaire, des stades un peu plus avancés de cancer de l'endomètre, des stades un peu plus avancés du cancer du col. Bien sûr, il y a des indications, donc il y a des guidelines. Mais quand il y a une ablation totale de l'utérus, on ne peut pas. On ne peut pas. Non. C'est pas possible. Non, au Maroc, on ne peut rien faire pour ces jeunes femmes-là. Quand on a de la chance d'avoir préservé les gamètes ovocytaires, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle l'accueil d'embryons ou le portage pour autrui qui existe, mais pas chez nous. Mais pas chez nous. Docteur Atman Lorabi, vous êtes familier avec cette problématique. Est-ce que vous rencontrez des patients qui viennent vous voir, vous en tant que psychiatre, pour ce sujet-là? C'est très rare. C'est très rare, honnêtement, parce que c'est vécu très souvent comme une espèce de fatalité par défaut d'information et par défaut de prise en charge. Et malheureusement, moi, dans mon métier, c'est beaucoup plus... les gens qui ont tendance à consulter, c'est quand c'est la période un peu chaude de la maladie et que le pronostic vital est engagé et qui peut... dans sa tête. C'est-à-dire que voilà, le risque de guérir est très bas, etc., ce qui n'est pas forcément toujours en concordance avec la réalité, mais les gens peuvent développer des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, de l'appétit, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nécessite, en plus d'un accompagnement psychologique, souvent un petit appoint en médicaments symptomatiques, quoi. C'est ça. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. Docteur, on a Rita qui vous dit « J'ai eu un cancer de l'endomètre juste après ma première grossesse. Pensez-vous que ce soit la cause ?» Est-ce que c'est possible qu'une grossesse déclenche… Non, la grossesse protège plutôt contre le cancer de l'endomètre parce qu'elle met au repos l'utérus des variations cycliques. Non, il n'y a pas de lien. C'est rare, le cancer de l'endomètre, effectivement. Il vient chez les personnes un peu plus âgées. Mais il y a des cancers de l'endomètre dans un stade précoce où ils n'envahissent pas le muscle utérin, mais plutôt juste l'endomètre, parce que l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus de l'intérieur. On peut faire de la préservation de la fertilité, traiter juste par de la progestérone pendant 6 mois, 3-6 mois, faire des biopsies, quand ça disparaît, pouvoir enfanter et après enlever l'utérus. Mais à un stade un peu plus avancé, on ne peut pas faire de préservation de la fertilité chez cette dame-là. Mais par exemple, vous avez aussi des cancers du sein qui peuvent apparaître pendant une grossesse. C'est vrai. Et à ce moment-là, en général, quel est le protocole ? Le protocole, c'est de faire de la chimio pendant la grossesse. J'en ai traité, et j'ai eu des très très beaux enfants avec ça. Après, ça se fait dans des centres de référence où il y a des registres de cancer et grossesse. C'est comme je vous ai dit, au sein de réunions de concertation pluridisciplinaire que le choix de la molécule se choisit pour que ça ne soit pas embryo ou fétotoxique pour le bébé. Et puis, ça se passe très bien. Ouais. Mais j'ai déjà entendu des mamans se poser la question si la grossesse avait déclenché ce cancer du sein. Est-ce que c'est possible, là encore? Non, ce n'est pas la grossesse. Il y a un peu plus les cancers du sein agressifs. Ce sont les cancers du sein qui arrivent en période du postpartum, après l'accouchement, ou pendant aussi. C'est des cancers assez agressifs.
manifestation agressive. Mais ce n'est pas la période qui est un facteur de risque, mais c'est le mode de découverte de ce cancer qui vient, en général, c'est des cancers inflammatoires et qui sont assez avancés, assez de pronostic, je ne dirais pas sombre, parce que le cancer du sein, le taux de survie il est approximativement de 90% à 5 ans. Donc il faut pas, on a fait beaucoup d'avancées en termes de prise en charge conservatrice du sein et de prise en charge au niveau de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Mais vous avez dit du tout à l'heure... contrôle local de la maladie, c'est-à-dire là on contrôle mieux. Ouais. Vous avez dit quand même que la prise en charge est aujourd'hui pas encore remboursée. Pardon, la préservation n'est pas remboursée. C'est coûteux. La prise en charge en général de la fertilité n'est pas remboursée au Maroc pour le moment. Il y a des discussions qui sont bien avancées pour rembourser une partie des médicaments. Et oui, c'est aux alentours de 15 000, 20 000 dirhams dans ces cas-là. En général, 15 000 dirhams pour entre les médicaments et la ponction, parce qu'il n'y aura pas de conservation de l'embryon dans ces cas-là. On conserve juste l'ovocyte, l'ovule ou le spermatozoïde. Pour la conservation spermatique, pour l'homme, c'est beaucoup moins coûteux. Et ensuite, ça sera bien sûr une procréation médicalement assistée. Exactement, une assistance médicale à la procréation. C'est ça. Parce que des fois, ces personnes-là, elles n'ont pas de partenaire. Et donc, du coup, que faire après quand elle va rencontrer la personne? Donc, il faut préserver, expliquer via des comptes rendus. Donc, c'est des frais dans les deux sens, en fait, pour préserver et ensuite pour traiter sa concevoir. Maladie et concevoir par la suite. Ouais. Alors, on a une autre question, elle nous vient de Ahmed qui dit « 2 ans après, les résidus des traitements peuvent-ils avoir un impact sur le développement des fœtus ?» Il n'y a pas d'étude à ce jour qui a démontré que ces bébés-là, après préservation de la fertilité, aient quoi que ce soit comme pathologie. En tout cas, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a eu des grossesses après préservation de l'ovocyte ou préservation embryonnaire, chez des patientes qui étaient en couple ou chez des hommes qui étaient en couple, il n'y a pas de problème ou d'impact pour le fœtus. D'accord. Et en fait, il faut attendre combien de temps 1 an, 2 ans après la fin du traitement? Oui, 1 an à 2 ans après la fin du traitement, ça me paraît bien. Ça dépend de l'âge aussi, parce que des fois, tu n'as pas de temps. Oui, mais même si ça dépend de l'âge, il y a aussi le risque. Bien sûr, mais le risque de rechute, oui. En général, on assure le pronostic de survie et de survie sans récidive avant de penser à la maternité. Bien sûr, il faut sécuriser que la dame soit en pleine rémission ou que l'homme soit en pleine rémission avant de faire quoi que ce soit. C'est ça. Merci beaucoup, Dr Bititi. Merci infiniment. En tout cas, on continue l'émission tous ensemble. Merci beaucoup d'être là. Si vous venez de nous rejoindre sur Média TV, c'est On se dit tout qui vous accompagne. Et vous arrivez à temps pour notre dernier sujet d'aujourd'hui. On enchaîne avec vous, Dr Atmal Rabi. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes médecin psychiatre. Et avec vous, cette question cruciale, comment rompre le silence de la violence conjugale? Alors, justement, c'est ce qui perturbe beaucoup. C'est quand on sait qu'une proche a été victime de violences conjugales pendant très longtemps, on se dit, mais pourquoi elle est restée et pourquoi elle n'a rien dit? Oui. Est-ce qu'il y a des réponses à ces 2 questions, docteur? Oui, il y a beaucoup de questions, parce qu'il faut bien se rendre compte que briser... ou rompre le silence concernant des violences conjugales, il ne s'agit pas juste de donner une information. La plupart du temps, c'est un lourd secret qui est tu depuis plusieurs années, ou au moins plusieurs mois. Il y a un très fort sentiment de honte qui s'accompagne, étant donné les modalités relationnelles, on va dire, parce que quand on vit des violences, on n'a pas très confiance en soi. Et à côté de ça, il y a des vrais risques qui sont inhérents à ce genre de situation. Le premier risque étant l'atteinte à l'intégrité physique de la dame, si jamais elle parle du problème. Le deuxième risque, il est plutôt d'ordre financier, c'est comment subvenir aux besoins des enfants, parce que la plupart du temps, quand on parle de briser le silence de violence conjugale, cela veut dire se séparer, corporellement, l'habitation, etc. Et puis, il y a un troisième risque qui n'est pas des moindres, c'est la condamnation sociale. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, et dans certaines plus que d'autres, il y a cette notion de condamnation sociale de la personne qui va un petit peu
briser son ménage, même s'il est victime de violence. Et puis, bon, malheureusement, sans vouloir faire de caricature, mais on a toujours un peu tendance à incriminer la femme, la responsabilité de la femme, qu'on soit clair et net, dans des choses tout aussi graves ou plus graves comme les viols, les choses comme ça. Tout à fait. Donc, c'est ça la particularité d'une personne qui vit des violences régulières et qui est dans une dynamique relationnelle où il y a une notion de soumission. Soumission pas que physique, économique, financière, etc., etc. Et voilà, et qui est consciente que si jamais elle exprime ce qui se passe, qu'elle le révèle, et bien qu'il y ait ce que j'ai détaillé comme conséquence. Donc c'est bien pour ça que malheureusement, souvent il faut vraiment s'abstenir de donner des conseils quand on est des amis, des proches, réellement s'abstenir de donner des conseils parce qu'on a du mal un petit peu à bien cerner la psychologie de la personne qui est dans une parfaite ambivalence. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut autant le quitter que rester avec lui, si on parle de ce genre de choses. Et pourquoi justement, docteur? Pourquoi cette ambivalence? Parce qu'il n'y a pas que la notion de violence. L'homme que cette dame a devant elle, c'est quand même le père de ses enfants. Il peut y avoir des années de belles relations, de réel amour, etc., etc. Donc, c'est pas juste le grand méchant loup et puis tout de suite. Et puis, très souvent, il y a beaucoup de dames qui refusent de voir la gravité du problème. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de banalisation, il y a même une espèce de compétition dans le sens, ah oui, elle, son mari, il est difficile, c'est valorisant socialement. Et ce qui fait que, pour moi, la première étape, si jamais on est ami avec quelqu'un qui vit ce drame, c'est de pouvoir lui dire une seule chose, c'est fais-toi accompagner. Je ne pousse pas à l'accompagnement psychologique à outrance, mais c'est une étape extrêmement importante pour l'ambivalence qui est due, comme je vous disais, à beaucoup de sentiments paradoxaux qui peuvent nous animer envers cette personne, et où il s'agit de prendre la décision qu'on va le mieux assumer. Mais est-ce qu'entre le conseil et franchir le pas de l'aide, de l'accompagnement, est-ce que c'est simple pour cette personne? En fait... Victime de violence, encore une fois, violence, ça peut être physique, psychologique... Toutes les formes de violence. Toutes les formes de violence. Et puis je rappelle qu'on parle d'un phénomène extrêmement fréquent parce que des chiffres qui étaient publiés en mai 2019 disaient que grosso modo 54% des femmes étaient victimes de violence dans l'année qui s'était écoulée. Donc c'est quand même assez alarmant. Mais quand je vous parle d'aller voir un psychologue, se faire aider, c'est parce que c'est une manière de retarder la révélation. C'est couvert par le secret. La personne est dans une phase de réflexion de est-ce que je vais le dire ou est-ce que je ne vais pas le dire? Est-ce que je vais assumer de le dire ou est-ce que je ne vais pas assumer de le dire? Est-ce que je vais assumer de ne pas le dire? Etc., etc. Donc, et ça, souvent, ce n'est pas du tout quelque chose qui va se faire en une semaine, 2 semaines. On parle souvent, comme je vous ai dit, de relations qui ont duré des années, avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup d'interdépendance, ou même de dépendance tout court envers l'époux, et où il faut prendre en compte une multitude de paramètres pour faire réfléchir la personne, et puis la pousser vers la décision qu'elle va le mieux assumer. J'insiste sur ce point. Je ne dis pas vers la révélation, je ne dis pas vers le fait de se taire, ni de se séparer, parce que la situation de chaque femme est absolument unique. J'insiste lourdement, et non pas que ça veut dire que oui, il y a des cas où la violence est plus tolérable que d'autres, absolument pas. Mais ça reste une décision très personnelle. Mais quelquefois, les conséquences peuvent être absolument dramatiques sur la personne et sur ses enfants, etc. Après, je vais dire des annonces un peu mal faites ou des embryons de procédures judiciaires à l'encontre du mari qui n'aboutissent pas, etc. C'est pour ça qu'on parle d'un accompagnement hyper spécialisé, pas sur le plan psychologique ou psychothérapique,
mais sur le plan légal, judiciaire, sur le plan financier, sur le plan logistique, parce que il faut pouvoir protéger ces personnes-là avec souvent des enfants ou peut-être des enfants en bas âge, assurer leur survie en attendant que les choses... Et voilà, donc, et c'est ce qui fait que ça reste extrêmement difficile. Je pense que je crois que c'est moins de 10% de ces femmes-là qui vont un jour oser faire des démarches dans le but de réparer un petit peu le tort qu'il aurait fait. Alors, par rapport à cet accompagnement, Hanan, justement, vous vous retrouvez face à ce genre de demande ou bien c'est finalement à travers... les femmes viennent pour un autre sujet et en creusant, en discutant, vous vous rendez compte que derrière, les deux cas de figure. Mais il y a aussi des femmes qui vont, de plus en plus les jeunes, qui vont venir en parler, pas pour prendre une décision, pour savoir et comprendre pourquoi elles ont accepté. Parce que c'est un processus, au début ça n'arrive jamais d'un seul coup. C'est souvent, si c'est de la violence physique, c'est un petit coup, une petite gifle, et puis ça va crescendo. Elle n'a rien dit et elle est restée... Et c'est toujours justifié, c'est parce que tu me réponds, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela, tu m'énerves, voilà. Après, c'est aussi, au fait, pour les femmes d'un certain âge, j'ai été assez surprise que ce soit les enfants qui viennent prendre rendez-vous pour m'en parler et convaincre les mamans de venir me voir. Et pas que moi, je veux dire tous les spécialistes. Quand les enfants arrivent à un certain âge, et souvent les filles, elles commencent à dire et qu'elles vivent cette violence, parce que malheureusement, les enfants sont la victime aussi de cette violence conjugale. Il ne faut pas l'ignorer. C'est vrai que c'est la maman qui va recevoir la violence physique, et souvent elle n'est pas la seule. Mais les enfants, ils vivent ça au quotidien. Et ça crée des souffrances qui peuvent avoir des impacts sur leur personnalité, sur leur psychologie, voilà. Après, des fois même aller jusqu'à des pathologies assez lourdes chez ces enfants-là à cause de tout ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance. Après, moi, la plupart du temps, en fait, je prends le temps avec ces femmes juste de discuter. Comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que certaines femmes, quand elles ont un niveau social, on va dire plus des femmes qui ont des diplômes, qui ont des postes très élevés et autres, elles vont avoir honte à en parler à leur entourage professionnel, amical, mais la famille le sait. Souvent, la famille est au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Souvent, c'est visible dans les cas de crise ou des fois, quand elle reçoit un coup, la première personne vers qui elle va se tourner, c'est sa maman, c'est son papa, elle va l'appeler, et puis presque au secours. Le problème, souvent, est vécu aussi par rapport à elle-même, de l'admettre, d'accepter de dire que ce n'est pas normal. Parce que quand elle accepte de dire « cette situation n'est pas normale », le reste, c'est vrai, elle a besoin d'un accompagnement juridique. Est-ce qu'elle va porter plainte ou pas? Est-ce qu'elle va le faire à l'amiable? Est-ce qu'il y aura divorce ou pas? Est-ce qu'il y a juste séparation? Tous ces aspects-là, après, la décision lui revient et personne d'autre ne peut la prendre à sa place. La chose à laquelle, en fait, pour moi, c'est important que la femme y pense, c'est déjà elle, par rapport à elle-même, qu'est-ce qu'elle est devenue avec cette vie, avec cette violence et comment elle peut revenir à qui elle était avant. C'est ça, mais on revient à un point que vous avez souligné au tout début de l'entretien, Dr Lorabi, c'est que finalement, on ne réfléchit plus de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ces femmes n'ont plus une réalité normale. Et donc, en fait, cette question-là de comment je peux redevenir qui j'étais, mais elle a peut-être passé plusieurs années à ne pas être qui elle était. Totalement, mais comme dans tous les processus où la personne aura été traumatisée de sérieux psychotraumatismes et où il y a toujours des pathologies, enfin, il y a très souvent des pathologies qui vont aboutir à des modifications un petit peu de la personnalité. C'est décrit, c'est très souvent décrit d'ailleurs. Le chemin en arrière reste toujours possible, on peut toujours se reconstruire. Enfin, oui, je peux l'affirmer, je pense comme ça, on peut toujours se reconstruire. C'est une expérience voilà, avec laquelle il faut composer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, ok, on parle de rompre le silence, etc., mais moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que très souvent, on dit, oui, ce genre de comportement,
Une femme sur deux, encore une fois, c'est la proportion des femmes qui sont, victimes de ce genre de choses. Eh ben on dit oui, c'est l'éducation, etc. Oui, c'est vrai, c'est l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les jeunes femmes, parce qu'on parle ici de violences commises sur des femmes, qu'on leur explique que personne n'a le droit de lever la main, etc. Mais bon, là aussi, qu'est-ce qu'on voit dans notre entourage, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des messages un petit peu paradoxaux? Mais l'éducation, ok, certes, mais le problème, c'est que là, on est dans une espèce d'arlésienne où les enfants qui vont assister à ce genre de banalisation de la violence conjugale, on ne va pas faire verser dans la psychologie de comptoir, mais ils auront tendance à répéter ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront appris de ce qu'est une relation conjugale, de ce qu'est une relation entre un homme et une femme. Et même les femmes, bon, elles n'auront pas forcément tendance à se conformer à ce genre de choses, mais peut-être plutôt rester célibataire, ne pas s'engager, etc. Donc, il y a tellement de choses. Quand on parle de cette histoire de violence conjugale, ça n'implique pas que les femmes. Ça implique les femmes, les épouses, ça implique des générations d'enfants qui, à leur tour, vont être victimes aussi de cette souffrance, mais de manière différée. Et c'est là, je pense, l'importance qu'il y ait des structures dédiées pour l'accompagnement, l'aide de ces femmes-là, et que ce soit quelque chose qui soit institutionnalisé. C'est ça. Alors, on a le temps de prendre une seule question. C'est Karim qui nous dit « Ma sœur souffre de cette situation, mais je ne sais pas comment l'aider, en fait. » Donc, c'est de lui dire que si elle a besoin, il est là. Ouais. Point. On ne peut rien dire d'autre. On ne peut vraiment rien dire d'autre. C'est important de respecter la liberté des gens. C'est sa liberté, pour l'instant, d'y être et de rester. Les seuls cas qui font absolument exception, c'est quand il y a un péril imminent, que vraiment, voilà, elle risque d'y passer réellement. C'est là où on se doit d'intervenir manu militari. Mais on ne sait pas à quel moment ça peut basculer vers ça, justement. Il y a des indicateurs quand même, parce qu'on a rarement des gens qui passent du jour au lendemain au féminicide. C'est une cascade. Et puis, qui répond à une sordide simplicité, plus on passe à l'acte, plus on aura de chances de repasser à l'acte. C'est ça, voilà. Tout simplement. Merci beaucoup à tous d'avoir été là aujourd'hui pour nos téléspectateurs à travers tous ces sujets. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire. On n'est pas là que pour vous divertir, on est aussi là pour vous informer. Parfois, malheureusement, ce n'est pas agréable, mais ça fait partie de notre société. Il faut être au courant de toutes ces choses-là. Je vais y arriver. Hanan Oubidal, merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Docteur Amine Bititi, merci à vous. Et docteur Atmal Lorabi également. Merci à tous. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à vous pour votre fidélité. À très vite sur Médien TV. Au revoir.